Ok, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous. Merci, merci beaucoup d'être là pour discuter d'engagement des collaborateurs dans une démarche d'amélioration continue. Moi, je suis Quentin Guilhuy, je suis CEO de TeamStarter. TeamStarter, on est un logiciel qui notamment accompagne les entreprises justement dans des démarches bottom-up et donc d'amélioration continue dans environ 50% des cas de notre portefeuille client. Et on va venir évidemment un petit peu, on verra quelques exemples concrets. Avant de démarrer, je voulais un petit peu savoir, est-ce que vous, là, pour comprendre un petit peu à qui j'ai affaire finalement, est-ce que vous êtes dans des entreprises qui ont initié des démarches structurées d'amélioration continue ou d'innovation? Est-ce que certains d'entre vous sont dans ce cas-là? Ok. Super, donc un petit tiers, on va dire, de l'audience. Et en règle générale, pour tout le monde, est-ce que vous êtes assez satisfait? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une démarche, on va dire, relativement exhaustive, en tout cas une remontée relativement exhaustive des sujets d'amélioration continue dans votre organisation, ou d'innovation d'ailleurs, pour ceux que l'innovation touche. Vous pouvez lever la main si vous êtes satisfait, vous pouvez garder la main baissée si vous ne l'êtes pas. On va faire comme ça. Ok, donc on a un pourcentage de l'ordre de 2% de... Non mais c'est intéressant, parce qu'on va essayer un petit peu de décomposer tout ça, mais en fait, on va voir que la démarche d'amélioration continue, elle ne se décrète pas, et en fait, il y a beaucoup de freins qui empêchent les collaborateurs en fait, de participer à cette démarche d'amélioration continue. Le principe, justement, c'est que ça parte d'eux. Est-ce que vous connaissez la différence, grosso modo, entre justement l'innovation, une démarche d'innovation et d'amélioration continue? Est-ce que vous êtes capable un petit peu de théoriser la différence entre les deux? Pour la faire simple, c'est une question de distance entre le point de départ et le point d'arrivée. L'innovation, c'est je vais lancer, principalement, je vais rechercher un nouveau produit ou un nouveau service. Et donc, je vais avoir une distance entre mon point de départ, qui est vraiment l'idée, et la création d'un nouveau service, qui est beaucoup plus longue que pour l'amélioration continue, où là, on va plutôt être sur des gains qui vont se mesurer en productivité, potentiellement en euros, qui vont, en termes de coûts, mais qui vont être attachés finalement à des processus ou des produits déjà existants. Et donc évidemment, on va avoir un point entre le processus existant et l'amélioration, une distance beaucoup plus faible. Okay, donc c'est ça finalement, c'est sur ça qu'on va principalement se concentrer aujourd'hui. Je vais quand même de temps en temps parler d'innovation, parce qu'il y a certaines choses qui viennent des démarches d'innovation, parfois même d'innovation de rupture, qui sont très intéressantes et qui sont des concepts qui sont assez intéressants à amener, mais évidemment, on va plutôt se diriger sur l'engagement des collaborateurs, sur l'amélioration continue, qui, dans l'industrie, est un élément absolument essentiel. Chez TeamStarter, on a l'habitude, quand on rencontre des gens, de leur expliquer un petit peu le chemin de croix d'un collaborateur qui, dans une démarche non structurée, voudrait amener un peu de neuf, un peu d'amélioration dans son entreprise. Déjà, il y a un enjeu clé, c'est comment est-ce que l'entreprise elle va réussir à capter l'idée. Ça, c'est l'élément essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans un quotidien, un collaborateur va être suffisamment en confiance pour lever la main et dire je vais aller voir mon manager, ou plutôt qui est-ce que je vais aller voir pour aller parler de cette idée d'amélioration continue. Donc c'est comment est-ce que je capte l'idée. Le deuxième frein, admettons que le collaborateur finalement arrive à franchir le pas et à y voir son management, il va avoir un autre problème, c'est comment est-ce qu'il va l'expliquer à son management. En gros, comment est-ce que je passe de l'idée au projet. Ça, c'est un frein absolument essentiel qu'on voit beaucoup chez nous, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on outille nos clients, entre autres, mais vous l'avez dans les démarches également de consulting, hein, évidemment, il y a plein de manières d'être accompagné dans de l'amélioration continue, qui va permettre en fait de transformer, d'aider le collaborateur à transformer une idée en un projet ingurgitable par une équipe de management ou un COMEX. Comment est-ce que moi, en tant qu'opérateur, moi, en tant finalement, pardon pour l'expression, mais quelqu'un qui est en bas de l'échelle, qui n'a pas forcément parfois de formation en gestion de projet, en école de management, en école d'ingénieur, je vais réussir finalement à parler le même langage que les gens qui vont devenir décisionnaires de cette idée. Ça, c'est un élément absolument essentiel, on reviendra dessus, évidemment. Ensuite, il y a les process de validation. Le process de validation, est-ce qu'il est clair? Qui est la bonne personne? Est-ce que c'est mon manager, la personne qui est là pour valider cette innovation? La réalité, c'est que souvent, pas vraiment. Ce n'est pas forcément la bonne personne, la personne légitime pour aller valider quelque chose de nouveau dans l'organisation.
Et on va revenir dessus, mais il y a une question de priorité, évidemment, et de rôle dans l'organisation. Quand on continue ce chemin de croix, il y a la validation du budget. Alors, pour vous, certainement, que participer à l'exercice budgétaire de votre organisation, ça fait partie de votre job. Vous savez aller négocier, ou en tout cas, chaque année, ça fait partie de votre boulot, que soit avec votre management direct, soit vous directement, vous allez négocier vos poches budgétaires. Vous savez le faire, vous participez à ce petit jeu de pouvoir, finalement, dans les organisations. La personne à qui on demande de faire de l'amélioration continue, le collaborateur qu'on veut engager là-dedans, normalement, ce n'est pas son taf. Et donc la question budgétaire, on va aussi revenir dessus, elle est absolument essentielle dans une démarche d'amélioration continue, elle est extrêmement bloquante dans une démarche d'amélioration continue. Ensuite, on arrive à la gestion de projet, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé ces 4 premières étapes, vous l'avez vu, c'est déjà long, comment est-ce que je vais finalement transformer ce projet en quelque chose de concret, en une proof of concept, pourquoi pas. Et une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que je mesure son impact et comment je le déploie. Et alors ça, c'est amusant, parce que même quand on a passé ces 5 étapes, eh ben on se rend compte qu'on oublie quasiment ce qu'on va faire de cette proof of concept et comment est-ce qu'on va la déployer. C'est-à-dire que valider une innovation, c'est différent finalement de la déployer à une grande échelle, et donc c'est un vrai frein à l'amélioration continue. Ok ? Super. Je vous disais qu'on ferait des ponts de temps en temps avec l'innovation, c'est assez intéressant de voir que ce soit dans l'innovation de rupture ou dans l'amélioration continue, finalement notre boulot, c'est un peu de combler les angles morts des équipes de management. C'est ça l'amélioration continue, c'est de faire remonter ce que le management ne peut pas voir parce qu'il est trop loin du terrain. C'est la même chose pour l'innovation. Et on a parlé notamment, alors dans un secteur potentiellement un peu loin du vôtre, mais avec BNP Paribas, avec l'innovation, qui a une démarche ultra structurée d'innovation pour remonter des idées, pour remonter des futurs produits. Et malgré ça, eh ben, la responsable, la directrice de l'innovation nous disait, moi j'ai que 5% des collaborateurs qui participent à la démarche. C'est-à-dire qu'en mettant de l'huile de coude comme pas possible, ben, malgré tout, sur une démarche d'innovation, on n'a que 5% des collaborateurs qui vont réellement franchir le pas. L'amélioration continue, c'est différent parce que ça touche tout le monde au quotidien, bien évidemment. C'est-à-dire que finalement, on va capter un plus grand nombre de personnes, on va réussir à engager un plus grand nombre de personnes dans cette démarche. Pourquoi ? Parce que l'amélioration continue, elle vient toucher au job de chacun très 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 souvent. C'est ça qu'on va aller chercher finalement, c'est ces petits gains de productivité. Et l'avantage qu'on a dans une démarche d'amélioration continue, c'est que tout le monde le fait un petit peu naturellement. Là, l'image que je donne souvent, vous savez, c'est un truc que tout le monde a vu sur Internet à un endroit ou à un autre, vous savez, c'est cette route en L que tout le monde a coupée par l'herbe, finalement, pour gagner un petit peu de temps. Vous voyez un petit peu cette image qui montre un petit peu les shortcuts qu'on peut faire, que les gens font naturellement. Ben, ces shortcuts, chacun dans son boulot quotidien va naturellement le faire, pour différentes raisons, plus ou moins nobles et plus ou moins légitimes. Hein. Ça peut être évidemment pour des gains de productivité, ça peut être pour des gains de chiffre d'affaires, ça peut être pour terminer plus tôt, ça peut être pour arrêter de faire une tâche rébarbative, mais la réalité, c'est que chacun individuellement adapte son poste de travail, adapte sa façon de travailler pour aller trouver ces petits gains de productivité au quotidien. Donc tout le monde a des idées d'amélioration continue. Le vrai challenge, c'est comment est-ce que ça sort de mes angles morts et comment est-ce que je vais les remonter à l'échelle. C'est ça qui est important. Pour ça que je vous posais la question de l'exhaustivité. L'enjeu, c'est avant tout l'exhaustivité sur une démarche d'amélioration continue. Comment est-ce que je crée cette culture ? Et justement, en fait, quand je parle de culture, c'est parce qu'un des enjeux clés, c'est d'intégrer ça dans des routines. Nous, on est éditeur de logiciels, mais évidemment qu'il n'y a pas que ça qui va permettre de marcher, notamment la formation. C'est-à-dire qu'il faut former les collaborateurs et il faut évidemment former les managers pour réussir notamment à valoriser les signaux auprès des collaborateurs, réussir à générer finalement de l'amélioration continue au quotidien et à accueillir l'idée au quotidien. Donc la formation est un élément absolument clé et l'intégration à des routines de management. Nous, on implémente un logiciel sur lequel les collaborateurs vont pouvoir remonter des idées de projets d'amélioration continue. On demande à nos clients d'intégrer TeamStarter, notre logiciel, dans leurs points d'équipe, dans leur routine managériale, etc., etc. Parce qu'il y a un enjeu extrêmement culturel dans l'engagement des collaborateurs dans l'amélioration continue. Ensuite, il y a l'aide à la structure. Et en effet, là, les outils, c'est important. Je vous donne un exemple concret d'une innovation qu'on a sortie cette année, qui est un peu pour combattre. Alors, on l'appelle le syndrome de la page blanche, c'est pas tout à fait vrai.
parce que ce n'est pas vraiment un problème de page blanche, c'est tout ce qui va être problème de syntaxe, ça va être problématique finalement de la culture de l'écrit. Alors on a des populations, terrains, qui n'ont pas cette culture de l'écrit. Elles ne l'ont pas, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles ne sont pas formées à ça. Les outils, nous par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une IA qui permet de transformer quelques bullet points d'un collaborateur en un projet structuré qui va être ingurgitable par, comme je vous le disais, une équipe de management et des personnes décisionnaires. Ce genre d'outil va permettre de formaliser finalement l'idée. L'avantage aussi, c'est que ça va nous permettre de combattre justement le syndrome de la boîte à idées. La boîte à idées, c'est le cauchemar de l'amélioration continue. Pourquoi? Parce que c'est une fichue boîte noire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des boîtes à idées dans vos organisations. Déjà, il faut l'ouvrir. Récemment, j'ai vu chez un client littéralement, dans l'industrie pour le coup, il y avait encore, alors qu'ils ont installé Team Starter, mais parce qu'ils l'avaient oublié, une vieille boîte à idées au-dessus du frigo, véridique, qui avait pris la poussière, c'était assez rigolo. Donc, un, il faut l'ouvrir. Deux, il faut s'en emparer. Et une idée, c'est quand même un sacré poison. C'est la direction vers le yaka faucon, absolument pas du tout exploitable par une équipe de management, c'est un cauchemar. Et trois, quand je dis que c'est une boîte noire, c'est que finalement, comme personne ne sait quoi en faire, eh ben on désengage nos collaborateurs. Parce que ce qui tue une démarche d'amélioration continue, c'est absolument pas le fait que les collaborateurs proposent et essuient des refus, c'est qu'ils proposent et qu'ils n'aient plus aucune nouvelle. C'est l'enjeu clé. J'irai même plus loin, on va y revenir sur la partie validation. Mais la réalité, c'est que les collaborateurs acceptent, et nous on le voit, absolument le refus. Le refus, ça veut dire qu'on s'occupe d'eux et que leur parole, elle compte. Et dans cette démarche d'engagement, c'est ça qui se joue. C'est est-ce que quand je m'exprime, c'est pris en compte? Positivement ou négativement, ce n'est pas le sujet. C'est est-ce que finalement, on m'intègre réellement? Est-ce que tout ça, c'est une promesse? Ou est-ce que c'est une vraie action d'amélioration au sein de mon organisation? Je regarde si je passe tous mes messages, parce que c'est bien de ne pas regarder ses notes, mais de temps en temps, il faut quand même vérifier qu'on a tout dit. Et ben, je pense qu'on est pas mal. L'enjeu ensuite, c'est l'accès aux décisionnaires. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le budget. Ça vaut absolument, évidemment, sur la validation des projets, la validation des idées d'amélioration continue. Les personnes à qui on demande de s'engager dans une démarche d'amélioration continue, elles ont rarement accès au top management, qui sont souvent les décisionnaires. Elles ont rarement accès aux équipes de management des organisations. Donc là, l'enjeu, c'est d'écrire un cadre extrêmement précis, et notamment avec des KPI de sélection. Ça, on le voit beaucoup dans des démarches d'innovation, par exemple. Encore une fois, je refais le parallèle, mais parce qu'il y a quand même des ponts entre l'innovation et l'amélioration continue. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que je vais mettre en avant pour rassurer mes collaborateurs sur le fait que ce soit juste, que la démarche, elle soit lisible. En gros, quand je vais proposer quelque chose, est-ce que moi-même, je suis déjà apte à comprendre si oui ou non je vais me prendre une bâche? Et ça a un avantage, c'est que normalement, d'un coup, il y en a beaucoup moins des bâches. Parce que les gens, évidemment, ils proposent des choses intelligentes, ils proposent des choses qui sont concrètes et qui correspondent à ce qui est demandé. L'autre chose ensuite, c'est de suivre des routines de validation claires. C'est-à-dire, quels sont les process, quels sont les comités, qu'est-ce qui va jouer ou non en la faveur de mon idée. Nous, on a mis en place un système qu'on trouve extrêmement efficace, c'est un système de vote. Les collaborateurs de nos clients votent pour les idées de leurs collègues. Alors attention, parce qu'il y a un piège, c'est très vrai dans l'innovation, ça l'est aussi pour l'amélioration continue. Le vote, c'est une indication, ce n'est pas un moyen de décision. La décision dans un process d'amélioration continue doit évidemment revenir aux spécialistes ou au management. Ça va de soi. Simplement, le vote, il permet, d'engager les collaborateurs. Pour vous donner une idée, nous, chez nos clients, on a à peu près 80% de taux de connexion. Et à peu près autant qui se connectent pour aller voter pour les idées des collègues. Donc, c'est une bonne manière d'engager les collaborateurs dans cette démarche. Même si je ne propose pas, je vais voir et je m'inspire. Ça joue énormément. Et deux, ça va permettre quand même au management d'avoir une indication sur des choses qui ne les touchent pas forcément directement au quotidien. Donc, c'est une indication. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dédouaner de la responsabilité de la décision sous prétexte qu'il y a un vote.
On sait tous qu'une innovation de rupture, elle n'est jamais populaire. Je suis entrepreneur, ma boîte précédente, je l'ai montée, comme on dit, from scratch, vraiment de zéro. Je pense qu'il y a une personne sur 50, quand j'ai pitché la première idée, qui m'a dit c'est une très bonne idée. Tout le monde, évidemment, on a un regard critique, surtout en France, on est assez critique. C'est la même chose pour l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'il y a de très bonnes idées qui peuvent avoir un gros impact pour l'entreprise, mais qui ne vont pas correspondre aux critères de beauty contest qu'on peut avoir dans l'organisation, que les collègues vont mettre en avant. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, et c'est pour ça que nous, on prône des validations mixtes entre le terrain et la direction. La direction, on va y venir juste après, mais elle va évidemment avoir un enjeu sur le ROI. Elle va prôner souvent le ROI sur sa prise de décision, là où les collaborateurs vont plutôt aller chercher, pour ceux qui ont lancé des démarches, vous allez le voir assez naturellement, des gains de temps, des gains de temps, le retrait de tâches rébarbatives, etc., etc. Donc on va être plutôt sur du confort de travail, pour ne pas dire qualité de vie au travail, là où les équipes de management vont plutôt regarder des critères purement héroïstes. Je caricature, il y a évidemment des nuances, ça dépend aussi du parcours, notamment des équipes de management, est-ce qu'elles sont passées par le terrain, etc., etc. Mais ça donne un petit peu une idée. Une autre chose extrêmement importante, c'est de bien tracer le chemin pour le collaborateur, finalement, entre son idée et la stratégie de l'entreprise. Pas pour lui, pour le COMEX ou pour l'équipe de management. Pourquoi? Parce que quand on propose quelque chose souvent, on ne va pas forcément... le COMEX qui le reçoit, l'équipe de management qui le reçoit, le responsable d'amélioration qui le reçoit, ne va pas toujours avoir la lisibilité pour faire le lien avec la stratégie de l'entreprise. Parce que l'idée, elle est mal marketée, parce que le projet est mal marketé, etc. Donc il y a un vrai enjeu de vulgarisation du lien entre la proposition d'un collaborateur et l'intérêt pour l'entreprise, qui peut être très rapide. Ça peut être de bien formaliser les bénéfices pour l'entreprise. Ça va être des gains de productivité sur tel département, pour tels opérateurs, etc., etc. Ça va nous permettre de gagner 5 minutes sur tel processus fois je ne sais pas combien de fois le processus dans l'année, etc. Mais c'est important de bien verbaliser ces choses-là, parce que pour ceux qui n'ont jamais monté ce genre de démarche, vous allez voir que le lien, finalement, il ne se fait pas forcément directement entre l'idée et le gain pour l'entreprise. Donc il faut tracer ce chemin, encore une fois, pas pour le collaborateur, mais avec le collaborateur, pour l'équipe de management ou pour les décisionnaires. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a l'enjeu clé, comme je vous disais, du financement. Alors il y a plein de méthodes qui sont toutes valables selon l'organisation. On a des organisations qui vont dédier un budget à l'amélioration continue. Bon, c'est facile, c'est très compréhensible, hein, je pense que tout le monde a compris l'idée. La deuxième partie, alors on a oublié un ou deux mots, mais c'est la collaboration stratégique, notamment avec le contrôle de gestion. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je vais vraiment créer une feuille de route avec le contrôle de gestion qui va me permettre d'avoir une lisibilité claire sur les poches budgétaires qui vont être allouées à l'amélioration continue. Le contrôle de gestion, il est important pour les premiers déploiements. Il est également très important pour tout ce qui va être déploiement à l'échelle. C'est-à-dire que mettre le contrôle de gestion dans la boucle, c'est aussi s'assurer qu'un projet qui, à petite échelle, ne va pas être coûteux, a quand même une viabilité à une très large échelle et participe à un plan stratégique. Donc ça, c'est extrêmement important. Troisième point, il n'est pas très bien formulé, mais grosso modo, c'est un peu la politique. C'est souvent dans des organisations qui sont plutôt en bonne forme, dont les équipes de management mettent beaucoup d'emphase sur le ROI et qui finalement ont une stratégie un peu d'opportunité. En gros, le management prend l'ownership de cette démarche d'amélioration continue et à partir du moment où j'ai un dossier bien ficelé qui me permet de justifier un ROI, je suis garant que ce projet verra le jour. C'est un petit peu, voilà, c'est un coup de tampon a priori de l'équipe de management. Bizarrement, ça arrive beaucoup chez nos clients, surtout parce qu'un POC, ça coûte rarement très très cher. Et puis il faut avouer que ça a un avantage, c'est que ça amène le leadership et l'engagement du management, ce qui permet évidemment de passer beaucoup de barrières. Et le dernier point, alors on l'a plutôt tiré encore une fois de démarche d'innovation, pure et dure cette fois-ci,
Mais ça nous a fait un petit peu rigoler parce que dans l'innovation, vous avez beaucoup de départements qui tiennent le budget justement sur ces projets un peu à part dans les organisations. Et en fait, ça permet d'attirer l'ensemble des collaborateurs vers un point donné parce qu'ils savent que c'est là où ils vont trouver le budget. Donc en fait, cette démarche qui est vraiment de dire ma démarche d'amélioration continue, le budget viendra du département ou d'un responsable amélioration continue, et donc je suis la go-to personne, je suis la personne vers laquelle il faut aller voir, parce que de toute façon, si vous voulez du pognon pour lancer votre idée, il va falloir passer par moi. Et ça permet d'engager évidemment dans une démarche très structurée, puisque une fois qu'on a mis la main sur ce projet, bah, évidemment, on peut le guider. Et un dernier point sur le... Je vois que je suis en train de regarder, je vois qu'il faut que j'accélère un petit peu. Un point absolument essentiel, c'est le ROI. Le ROI, il est absolument clé, une démarche d'amélioration continue pour qu'elle soit viable au-delà d'un petit pétard mouillé qui va vous apporter quelques projets. Il faut qu'elle passe les changements dans un COMEX, et le meilleur moyen de vous protéger de ça, c'est de mesurer un ROI en permanence. Nous, on a fait un truc, c'est qu'on a créé un calculateur de ROI. Donc en gros, quand vous allez sur TeamStarter, vous avez... Voilà, ça c'est un projet tel que souvent l'intelligence artificielle l'a résumé. Donc là, optimiser le processus de manutention, ça dépend évidemment du contexte du client, hein, ça va de soi. Vous voyez qu'il y a les critères de réussite, comment le projet va être mis en place, un petit peu tout ce dont on parlait dans la manière d'aborder le sujet auprès d'un COMEX. Et donc je vais vouloir estimer un ROI. Donc en gros, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a une IA qui vient aspirer le projet et qui vient poser des questions à l'administrateur, donc souvent responsable d'amélioration continue, équipe de management. Voilà, quel est le coût unitaire d'un écran, quel gain de temps on va avoir, ça dépend évidemment du projet, quel est le coût moyen associé à un incident, puisque ce projet, en l'occurrence, nous permet de réduire le nombre d'incidents. À terme, on vise combien de sites à équiper? Bon, entre 5 et 10, et c'est 500 € par site. Ça dépend évidemment du projet. Et alors là, on va aller calculer ce ROI. Pendant que ça charge, il y a une chose à bien comprendre sur le ROI, c'est que la précision, moi ma thèse, c'est qu'on s'en fout. Un ROI, a priori, c'est forcément une thèse d'investissement qui sert avant tout au marketing interne et qui sert à convaincre un porteur de budget et un COMEX. Donc l'idée, c'est pas forcément la précision, c'est de s'assurer que la thèse d'investissement, elle va être validée. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner une idée du projet sur le POC, mais également une idée de déploiement à l'échelle de l'entreprise. Alors là, on vous en a trouvé un joli, 7913%, autant vous dire qu'en général, ça passe le cut. Et évidemment, comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément précis, on peut tout à fait jouer avec. Et donc l'idée, c'est de jouer avec des hypothèses. Donc nous, ce qu'on va permettre, c'est justement de rajouter des lignes, de permettre aux clients de jouer avec d'ajouter une ligne, de recalculer, de changer les paramètres. Encore une fois, l'idée n'est pas de promettre un ROI, c'est finalement de se rassurer et de rassurer les parties prenantes sur la viabilité d'un projet qui vient du terrain. Je vais passer rapidement à la suite. Un exemple concret, alors c'est dans le BTP en l'occurrence, je crois que c'est des couvreurs, cette organisation. Vous voyez, on a calculé un ROI sur une fourchette relativement large, on s'en fiche, sur des projets ultra-terrain, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on a une personne qui a sécurisé les fourgons sur leur flotte, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient fracturer les fourgons je ne sais pas combien de fois par an, et donc en fait, bah, il a testé, c'était en Normandie, un système de sécurisation, et puis derrière, bah, ils l'ont déployé une fois qu'ils ont vu que ça avait marché. On a des utilisations de tablettes pour faire gagner, je crois qu'on faisait gagner à peu près 1 heure par chef de chantier par semaine, c'est ce qui avait été calculé. Chef de chantier à peu près 42 € de l'heure, bon bah je fais gagner 1 heure, j'ai 80 chefs de chantier, voilà, là c'est facile, on calcule un ROI. Et l'idée, encore une fois, c'est de légitimer cette démarche sur le long terme et sur le projet en question. Ça a une double vertu, ce calcul systématique du ROI. C'est vraiment, encore une fois, 1, ça va permettre à mon projet de voir le jour. 2, sur le long terme, ça permet de prendre les vagues de changement dans une organisation, finalement. Voilà, pour finir, hein, vous l'avez compris, l'idée, c'est évidemment d'avoir une... Ça me fait rire parce que je suis en train de voir qu'il y a une coquille, on vous a mis 2 fois s'équiper d'outils, donc si vous n'avez pas compris qu'on vend un outil, là je ne peux plus rien pour vous, parce que c'est quand même... Désolé pour la coquille, mais vous l'avez compris, en gros, l'idée c'est évidemment de faire le lien avec les objectifs de l'entreprise. Je ne vous l'ai pas dit, mais nous par exemple, nos clients, on leur fait proposer des objectifs stratégiques à nos clients, en règle générale c'est 3 par trimestre. Ça va être, je ne sais pas moi...
améliorer les conditions de travail de notre personnel de nuit, et puis, je sais pas, pour des agences bancaires, par exemple, mieux accueillir nos clients en agence, voilà, pour donner une idée. Pourquoi? Parce que les gens, quand on leur demande d'être créatifs, ben en gros, si on leur donne pas un cadre, ils sont pas du tout créatifs. On n'impose pas à quelqu'un, donne-moi une bonne idée. Par contre, si on leur dit, regarde par là, dis-moi vers quoi il faut regarder, alors là, il y a un intérêt. Donc, indiquer, identifier les objectifs de l'entreprise et les communiquer aux personnes, structurer, s'équiper d'outils, impliquer le management dans la décision et dans la gestion de projet, ce qui permet cette vague justement top-down et bottom-up. Alors c'est des grands mots pour dire que finalement, une démarche d'amélioration continue, l'engagement de vos collaborateurs, encore une fois, ils ne s'engageront que s'il y a le sponsorship, que s'il y a l'implication et que si le management tient parole. Voilà, j'en ai fini, j'ai été un tout petit peu plus long que prévu d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour la présentation déjà. Ma question elle est plutôt sur la suite, vu qu'on est sur une démarche d'amélioration continue. Là, on a beaucoup parlé de comment la mettre en place et comment engager les gens. Est-ce que vous proposez des choses pour que les gains de ces projets soient visibles et que du coup la dynamique d'amélioration continue embarque peut-être encore plus de monde et surtout ceux qui ont participé en premier lieu continuent à participer? Oui, c'est un bon point. Nous, on encourage nos clients à ce que d'ailleurs la plupart des projets soient portés par les collaborateurs qui proposent l'idée. Quand c'est faisable, évidemment, ça dépend de la portée du projet, ça dépend de l'envergure du projet, mais on recommande énormément à ce que les collaborateurs soient au moins mis à contribution dans le lancement des projets, parce que c'est extrêmement valorisant. Je pense que c'est une démarche qui n'est pas qu'industrielle, elle doit être à minima de comme interne, voire RH. Ça, c'est un enjeu qui me semble absolument clé dans la valorisation. Et je reviens sur la feedback loop, je reviens sur le côté feedback, c'est-à-dire qu'en effet, communiquer aux collaborateurs dans des points de communication interne ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, c'est complètement OK. Et encore une fois, y compris ce qui n'a pas marché. C'est pas grave de dire qu'on s'est trompé, ce qui est grave, c'est de rien dire. Voilà, donc cet élément, il est important. Après, il y a plein de systèmes un peu rigolos, pour le coup, plus de vie d'entreprise. Nous, par exemple, on a beaucoup de clients qui font des awards annuels. Le client que je vous ai montré tout à l'heure, il en fait un jeudi, par exemple. Pour le coup, hasard du calendrier. Et voilà, et là, on est plus, on est dans l'engagement, qui est le thème, mais qui est vraiment dans la vie d'équipe, dans la vie d'entreprise. Et intégrer ça, encore une fois, dans les rituels, dans la vie d'entreprise. Il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. Vous évoquiez qu'il y avait peut-être 5% des personnes qui étaient impliquées sur les projets d'innovation. La question que je me pose du coup, c'est comment est-ce que vous faites mieux? Est-ce que vous arrivez à impliquer effectivement plus de personnes, ou en tout cas une plus grande proportion des projets d'amélioration continue? Et plus largement, sur un outil comme cela, qu'est-ce qu'on peut attendre comme statistique d'usage, quoi? Ouais, merci, c'est une bonne question. 5% de porteurs de projets, c'est absolument OK. Enfin, si on a 5% des collaborateurs qui proposent de l'amélioration continue dans les organisations, selon la taille de votre organisation, je pense que vous serez pour la plupart très content. L'engagement, il permet notamment de tenir dans le temps. Nous, on utilise notamment les systèmes de vote. On a aussi des systèmes vraiment d'idéation pure, c'est-à-dire que je propose une idée et un collègue va pouvoir s'en emparer. Et ensuite, des systèmes de co-porteurs de projets, c'est-à-dire que je peux inviter des collègues à participer à la création de mon projet. Grosso modo, on est entre 5 et 10% des collaborateurs qui vont réellement proposer des sujets d'amélioration continue. En revanche, on est à, comme je le disais tout à l'heure, 80-82% des collaborateurs qui se connectent et qui participent au système de vote sur la plateforme. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire que cet engagement, il est assez vertueux parce qu'en plus, c'est assez sympa d'avoir les votes de ses copains, grosso modo, dans l'organisation. Et donc en fait, on va avoir un système d'encouragement qui va se faire un peu peer-to-peer dans l'organisation. Et moi, ça fait qu'un an et demi que j'ai pris la direction de TeamStarter et je les rejoins honnêtement pour les stades d'usage. Parce que justement, sur le long terme, on garde des stades d'usage qui sont entre 70 et 80% chez nos clients, ce qui est absolument exceptionnel en termes de démarche d'engagement. C'est plus que
sans doute que les taux de connexion sur votre logiciel de paye, pour donner une idée pour les systèmes RH. D'autres questions? Il doit me rester 30 secondes, donc ça laisse pas beaucoup de temps. Mais... Et ben sinon, merci infiniment pour votre écoute. Merci.